qui devrait être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents. Il y a la question de la sécurité qui a été soulevée parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que les Jeux de Kinshasa puissent être succès. Et lorsqu'on commence à soulever les questions de la sécurité, lorsqu'on commence à manipuler et à grossir, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Kinshasa, il y en a dans toutes les villes du monde, mais que ces problèmes doivent être considérés comme des problèmes ordinaires qui sont pris en charge. Et surtout qu'il y a un plan de sécurisation de sites qui a déjà été préparé, je pense dans les jours qui viennent, qui sera partagé avec le pays qui se sont inscrits, donc les délégations qui vont arriver auront accès à ces plans et ce qui permettra de préparer les dispositifs sécuritaires ou tout au moins de travailler en étroite collaboration avec nos services pour que la question de la sécurité puisse être résolue. Donc c'est une question que nous allons suivre de près. Alors au sujet de la RTNC c'est les diffuseurs hôtes. Pour parler en langage technique, c'est la RTNC qui enverra les signaux à tous les pays du monde. À l'instar de la visite du pape, nous prenons les dispositions techniques qu'il faut, suivant les exigences qui nous ont été transmises par la francophonie. C'est dans cet ordre que vous avez vu les différents petits quarts de reportage qui sont arrivés. Il y a un quart plus impressionnant avec un dispositif de 12 caméras qui devrait arriver aussi dans les jours qui viennent, qui permettra d'assurer une couverture optimale de ces jeux et en qualité voulue, et parce que le signal sera retranscrit dans le monde. Et donc nous considérons que ces jeux doivent constituer une véritable opportunité. Nous parlons beaucoup de l'organisation matérielle, mais je dois vous dire qu'on a plus de 300 athlètes congolais et plusieurs opérateurs culturels qui vont participer à ces jeux. Peut-être que d'ici, aujourd'hui c'est le 4, d'ici le 28, nous pourrons avoir l'occasion avec vous d'assister à des séances de préparatifs, de préparation à la fois des artistes, mais aussi des sportifs. Par exemple, l'équipe qui a gagné cet après-midi, c'est l'équipe qui va participer aux Jeux de la francophonie. Voilà en réponse à vos préoccupations. On va prendre la question d'Éric Izamini, puis ce sera Jordan Maïnikini. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Vous avez parlé de l'activité d'aujourd'hui avec le président de la République qui s'est retrouvé à Luanda, capitale d'Angola. Vous avez parlé de la connectivité de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et même australe. Et vous avez évoqué le fait qu'il y aura nécessité de pouvoir évacuer les minerais de la RDC vers l'Afrique au niveau du Sud. Qu'est-ce que les Congolais gagneront? Parce que donc, nous, on a toujours pensé que les efforts étaient plutôt déployés pour que nous puissions tout garantir au niveau de la chaîne ici, sur place, que de toujours renvoyer chez les autres. Non, attention, nous pouvons donner de la plus-value aux minerais que nous produisons, mais la vocation finale, la transformation de ces minerais ne se fait pas en RDC. Et donc aujourd'hui, le corridor que l'on met en place, qui va par exemple partir du Lalaba, d'Ilelo vers le Bito, c'est une porte de sortie qui permettra de faire des économies pour ceux qui devraient par exemple, je ne sais pas, partir jusque vers l'Afrique du Sud ou pour certains trouver la voie vers l'Afrique de l'Est. Et donc c'est une superbe opportunité parce que la République démocratique du Congo a besoin de se connecter. Et vous savez qu'il y a toujours des soucis des infrastructures, notamment en termes de route. Et aujourd'hui, le chemin de fer va permettre à cette partie du Lalaba et à cette partie de l'Angola de commercer davantage. Ce sera pas seulement les minerais, mais ce sera d'autres produits aussi qui permettra d'assurer de plus grands échanges et d'une plus grande possibilité de transport pour les opérateurs du secteur dans les coins. Et donc c'est une superbe opportunité pour nous et c'est même ça qui justifie les déplacements du président de la République, qui n'était pas le seul, parce qu'il y avait aussi des présidents anglais. Donc c'est des projets intégrateurs. Merci, Monsieur Jordan. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Des questions. La première, ça concerne les FMI qui a interpellé le gouvernement par rapport à la baisse des recettes publiques. Déjà jusqu'au 26 mai 2023, les recettes mobilisées sont autour de 4 milliards 100 millions de dollars, alors qu'elles devraient être déjà au-delà de 6 milliards
il y a un gap important, monsieur le ministre. J'aimerais savoir, y a-t-il déjà des mesures envisagées pour accroître la mobilisation des recettes afin d'atteindre les 16 milliards à la fin de l'année? Et puis la deuxième question, ça chauffe à Kinshasa, monsieur le ministre. Vous avez aujourd'hui plusieurs problèmes. Nous avons les Mobondo en pleine capitale, nous avons les Koulouna, nous avons également les kidnappeurs. Alors on se pose la question aujourd'hui, puisque dans un précédent briefing, vous avez promis que la riposte contre les phénomènes Koulouna sera plus dissuasif, mais ça traîne, monsieur le ministre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez loupées. Qui n'a pas vu qu'on a présenté plus de 1000 Koulouna au stade des Martyrs? Je crois que c'est passé à la RTNC. Ça devait même passer en direct. Et vous avez vu que, parce que vous avez parlé des kidnappings, vous avez vu que hier, on les a présentés. Alors, l'idée ici, c'est jamais de dire qu'il n'y aura jamais des problèmes de sécurité. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a une police qui travaille nuit et jour pour s'assurer que tous les criminels, d'où qu'ils opèrent, puissent être attrapés. C'est le cas des kidnappeurs. Vous avez vu qu'il y en a certains qui ont été présentés et qui ont même expliqué comment ils opéraient. Sur la question des Koulouna, vous avez vu, c'était fait il y a quelques semaines, mais la question pour nous, et c'est une question importante parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, par exemple, sur les cas des kidnappeurs, il y a certains qui ont été appréhendés il y a quelques mois et qui arrivent à se soustraire. Et donc l'idée, c'est de travailler de manière étroite avec la justice pour que la justice puisse sévir dans toute sa rigueur et que tous ces récidivistes, ces criminels connus qui disparaissent et qui reviennent puissent cette fois-ci subir la rigueur de la loi. Et je pense que cela sera fait parce que le vice-premier ministre s'y est engagé. Alors sur votre première question, alors je ne saurais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas les statistiques, mais je sais par exemple que les mois en termes de mobilisation ne s'équivalent pas dans l'année. Il y a des mois où il y a des échéances fiscales, je crois c'est les mois d'avril, où vous avez un pic des recettes. Il y a des mois comme le mois de janvier où ce n'est pas toujours les recettes attendues, c'est jamais des prévisions linéaires. Mais ici, il faut noter, cher Jordan, que ça fait 4 revues que nous travaillons avec le fonds de manière étroite. Ça veut dire qu'ils ont accès au plan des trésoreries, ils voient comment nous dépensons, ils notent là où il y a des difficultés. Par exemple, pour la conclusion de cette 4e revue, nous avions quelques soucis parce qu'ils estimaient que la masse salariale était assez élevée. Parce qu'il y a eu notamment des réajustements pour ce qui concerne les enseignants et plusieurs catégories sociales qui auraient pu occasionner un déséquilibre dans les prévisions qui ont été faites. Mais c'est là, nous leur avons donné des réponses et cela a conduit à la conclusion. Ici, il faut noter qu'il y a une détermination du gouvernement. Dois-je rappeler le contexte mondial qui est difficile, qui est marqué par la guerre en Ukraine et par les conséquences du Covid. Mais au-delà de cela, vous avez vu que la République démocratique du Congo a eu le taux de croissance le plus élevé d'Afrique, 8,6 ou 8,7 en 2022, et les perspectives pour 2023 sont tout aussi positives. Nous n'allons pas considérer que nos objectifs sont déjà atteints, simplement parce que nous avions eu ces pics en termes de taux de croissance, mais nous considérons que c'est une tâche quotidienne qu'il faut continuer à faire à travers les régies, à travers les services d'assiette, à travers les réformes, pour nous permettre d'absorber le maximum que nous puissions tirer de notre économie. On va prendre la prochaine question de Benoît Yemba. Excellence, je reviens sur la question d'Éric Izami. Je parle de... La question d'Éric Izami, je vais amplifier la question d'Éric Izami. Sur l'accord aujourd'hui de la Zambie, l'Angola et la RDC, la question de savoir, Excellence, cette corridor en termes de tonnes, parce que c'est chemin de fer, a la capacité d'exporter combien de tonnes de minerais, et puis quels sont les minerais qui sont sélectionnés, ou est-ce que ça concerne tous les minerais, ou il y a des minerais précis qui peuvent passer par ces corridors? Merci. Bon, écoutez, il n'y a pas de minerais précis parce qu'un chemin de fer permet l'évacuation de plusieurs types de marchandises. Et là, dans les minerais, il y a évidemment le cuivre, le cobalt, tous les comment vous appelez ça,
et tous les dérivés qui peuvent y avoir. Mais ici, il y avait une volonté commune de 3 chefs d'État d'avancer sur le projet. Et moi, je ne saurais peut-être pas vous dire les capacités, etc. Mais les chemins de fer, je pense qu'il a les capacités infinies de transport en termes de tonnage. Tout dépend des capacités des wagons, etc. en fonction des besoins exprimés par ceux qui veulent l'utiliser. Mais ici, il faut regarder la question dans sa globalité qui vient répondre à un besoin d'intégration régionale. On fait une intégration régionale et on s'assure que le produit minier pourra être transporté. Donc la pleine opérationnalisation de ces corridors permettra les désenclavements de mines à la fois de la Zambie et de la RDC, ainsi que l'accès à la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole. Je pense que là, c'est un extrait de ce que le président de la République a dit aujourd'hui, qui peut vous donner la réponse par rapport à l'importance de l'initiative qui a été faite aujourd'hui. Merci. Pascal Moudega. Et puis ce sera... et on terminera par ici. Monsieur le ministre, au vu des craintes exprimées par la CENI sur les déficits, sur les retards dans les paiements de ses dépenses, elle a besoin de 500 millions de dollars. Le gouvernement a promis 100 millions de dollars. Hier, un leader de l'opposition a proposé, il a dit constater l'irréversibilité d'un report technique de 3 ou 4 mois. Le gouvernement sera-t-il en mesure de financer ces élections pour le 20 décembre 2023? L'autre question, monsieur le ministre, je me poser, c'est sur c'est sur l'enrôlement à Kwamout. On vous a entendu ici dire que la situation s'est rétablie, la situation est sous contrôle des FARDC, mais la CENI constate que ce n'est pas le cas et donc il n'y a pas eu enrôlement à Kwamout. Qu'est-ce qui se passe réellement à Kwamout? Qu'en est-il des miliciens Mobondo qui vadrouillent dans la commune de Maluku? Que fait l'État? Que fait l'armée? Écoutez, à votre première question, je crus lire le plan de sortie de crise de l'honorable Mouzito, parce que c'est de lui, je pense que vous faites allusion. Irréversibilité du processus. Je crus lire il a émis des hypothèses. Parce que nous avons reçu notamment, je ne l'ai pas mentionné, des appuis budgétaires de l'ordre de 500 millions de dollars où il pensait qu'on pouvait utiliser pour qu'on arrive à cela. Alors c'est bien que ce soit lui, parce que lui, il était Premier ministre en 2011. Et en 2011, il y avait, souvenez-vous, les mêmes craintes et inquiétudes. On disait qu'on ne tiendrait pas le délai. Souvenez-vous de l'époque du pasteur Daniel Goïmoulinda, où nous avons financé nos élections à 70 à 80%, et c'était Adolphe Mouzito, le Premier ministre à l'époque. Comment avait-il fait? Donc, on ne va pas revenir sur cette époque, juste pour vous dire que depuis les débuts du processus électoral, il y a des craintes, il y a des inquiétudes sur les financements. Mais observez bien, Madame Bintou était avec nous ici dans les briefings. Il a dit que même eux étaient dubitatifs sur le respect du calendrier qui avait été fait par la CENI. Mais observez aujourd'hui à quel moment ces calendriers n'ont pas été respectés. Et donc, on peut bien comprendre que la CENI, parce que nous avions un mécanisme de préfinancement ou des provisions, que la CENI ait des inquiétudes parce qu'il n'y a pas eu financement dans des délais qui ont été donnés. Il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en programme, il faut tenir des équilibres. Nous avons la guerre qu'il faut financer. Nous avons la situation humanitaire qui est celle qu'il faut gérer. Et nous avons d'autres besoins impérieux du pays auxquels il faut répondre en même temps. Mais ici, mon collègue de finances, Nicolas Kazadi, a eu une réunion non pas seulement avec le président de la CENI, mais avec toute l'Assemblée plénière. Et je pense que ceux qui veulent penser qu'il y aura un problème de financement qui justifie les retards des élections, je pense qu'ils doivent commencer à relativiser leurs calculs. Parce que si depuis le début du processus, il y avait cette crainte des financements, mais les rendez-vous ont été tenus, comptez sur nous pour que le rendez-vous principal qui est attendu en décembre 2023 puisse être tenu, le gouvernement s'y attelle. Et donc peut-être que le ministre des Finances, le moment venu, vous donnera des éléments de réponse plus détaillés à propos.
Vous avez parlé du processus électoral des Mobondo de Kwamut. Hier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la réunion du cadre de sécurité sur la sécurité électorale, je pense que vous devez être informé, où il a réuni les membres du gouvernement, les différents responsables des services de sécurité, notamment de l'armée et la CENI, pour discuter justement de ces questions. Aujourd'hui, 74 villages sur 140 que nous comptons dans cette partie du pays, on a encore des problèmes de sécurité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire nous allons enrôler dans cette partie du pays. Mais pour enrôler, vous devez être sûr que vous avez préalablement assuré la sécurité du matériel électoral, du personnel de la CENI et de ceux qui viendront le faire. Il faut le faire dans des conditions optimales. Donc on peut observer par exemple qu'à Kwamut, il y a une certaine quiétude, une certaine sérénité, parce qu'il y a des opérations qui sont en cours, des opérations militaires et policières qui sont en cours dans cette partie du pays. Il y a sûrement d'autres coins pour lesquels il faut faire davantage, parce que les Mobondo se retirent parfois en forêt, ils opèrent notamment, ils y retournent, ils opèrent sur le fleuve, ils y retournent, et donc on ne peut pas décider, on va commencer l'enrôlement et exposer les populations qui vont aller se faire enrôler. Mais ici, je tiens à rappeler que même si l'enrôlement se fait pour ces parties, les parties du pays qui sont concernées par la sécurité, je pense à Kwamut, une partie de Maluku, une partie dans le Nirangongo, dans le Rutshuru, les sièges, la répartition de sièges, la loi sur la répartition des sièges a déjà été établie et promulguée. La loi, elle ne changera pas. Et donc, pour Kwamut, je pense que c'est un siège, le seul siège a déjà été attribué. Donc, dans l'hypothèse où les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour refaire l'enrôlement, parce qu'on en parle, on en parlait déjà récemment, mais il faut s'assurer que toutes les précautions sont prises. Et donc, ils pourront, ceux qui se sont enrôlés pourront voter, ils auront le siège qu'ils avaient déjà suivant le poids démographique des élections dernières. Donc il faut considérer ici la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour permettre aux Congolais de s'enrôler, parce que nous voulons des élections inclusives, nous voulons que les élections qui viennent puissent connaître la participation de tous les Congolais. D'où la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité dans les zones où il se pose des problèmes, et c'est sur quoi nous travaillons. Excusez-moi, mais lorsque vous parlez des lobbies qui mijotent contre les jeux de la francophonie, vous parlez de l'opposition ou du Rwanda? Non, je ne voudrais pas aller dans la singulariser, mais je crois que le Rwanda n'a aucun intérêt que le jeu de la RDC soit un succès, c'est connu. Mais pour le reste, ce serait dommage alors qu'un opposant, qui qu'il soit, agisse contre les jeux de la francophonie, qui en réalité, ce sera l'image du pays. Les athlètes ou les léopards qui nous ont réjouis récemment au Gabon 2-0, j'ai vu l'honorable Sessanga féliciter l'équipe nationale. Ici, il faut qu'on apprenne ou qu'on arrive à faire la part de choses. Parce que, il faut un peu commencer à quitter la République des réseaux sociaux qui n'est pas toujours le reflet de la réalité. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui opèrent sous des identités inconnues avec un... Moi, j'ai vu, par exemple, faire une petite photo circuler, je ne sais pas si c'est photo, un document disant que Kinshasa est invivable. Mais ça a été préparé par un laboratoire qui a balancé. Kinshasa est invivable pour qui? Est-ce que les Kinois, dans leur grande majorité, ne sortent pas samedi soir? Pour vous, sûrement que vous avez des habitudes de prendre un verre après le boulot. Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les jamais... Disons les choses franchement. Et donc, lorsque vous voyez une œuvre comme celle-là, qui a été pensée et réfléchie et publiée, donc ça veut dire qu'il y a des laboratoires qui pensent qu'il faut que ça échoue. Et si un Congolais ou un opposant, parce que les opposants, il ne faut pas oublier qu'ils aspirent demain à être au gouvernement. Et lorsque vous êtes au gouvernement pour tout le monde, y compris pour les opposants. Lorsque le gouvernement s'engage, c'est les pays qui s'engagent. Et donc, la réussite des Jeux de la francophonie sera aussi la réussite des opposants. L'échec des Jeux de la francophonie sera aussi leur échec. Parce que là, nous engageons le pays. Et il faudrait que les Congolais, les uns les autres, qui sont, quel que soit votre bord politique,
Mais lorsqu'il s'agit du pays, il faut savoir nous départir de nos casquettes politiciennes. C'est de cette manière que nous allons réussir à construire notre unité nationale. On va prendre les dernières questions. Martin Moudimbi, Félix et notre ami de la prospérité. On va terminer par vous. Tite Lung, ce sera jeudi à un prochain exercice. Fabrice, question à l'Inga les athées. Et Sylvie Mituna, Martin Moudimbi, allez-y. Voilà, monsieur le ministre, merci pour la parole accordée. Vous avez certainement appris que les troupes onusiennes au Mali vont quitter ce pays en un délai de 6 mois. Mais pour ce qui est de la République démocratique du Congo, l'ONU semble poser beaucoup de conditions. Quelle est votre réaction face à ce qu'on peut qualifier de 2 poids, 2 mesures? Non, je crois que les conditions ne sont pas les mêmes. Nous avions eu un exercice ici avec Madame Bintou qui vous a expliqué comment nous collaborons. Ici, pour le gouvernement, c'est clair, la MONUSCO doit se retirer. C'est clair comme dirait le Touloula, comme de l'eau claire dans un verre clair. Il y a des conditions, des jalons qui ont été posés sur lesquels nous travaillons. Et donc, de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Le gouvernement travaille pour que la MONUSCO puisse se retirer. Mais le président de la République, qui avait donné déjà un horizon au terme des élections, avait aussi dit que ces départs doivent se faire de manière structurée, organisée et civilisée. Et donc, nous y travaillons. Le contexte de la RDC n'est pas le contexte du Mali. On va prendre la question de Félix Matuidi. Et on terminera par Tite Lung. Monsieur le ministre, merci pour la parole. 2 questions. La première, ça concerne la présentation des kidnappeurs à Kinshasa. Lors de la présentation de ces criminels, Maître Peter Kazadi a dénoncé le comportement de certains magistrats dans le traitement des dossiers de ces criminels. Est-ce que cette fois-ci, on peut attendre un vrai rôle ou à une implication des magistrats pour réprimer les actes commis par ces criminels? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a évidemment le principe de la séparation de pouvoir, mais lorsqu'il y a une composante qui semble ne pas fonctionner de manière optimale, il faut être en mesure de le relever, surtout qu'il y a des conséquences, parce que nous vivons comme un recyclage de certains criminels, et donc il y a un besoin d'être plus attentif de ce côté-là. Je pense que l'interpellation qui avait été faite aux magistrats a été entendue. Et n'oubliez pas que très souvent, le président de la République, lorsqu'il s'exprime pour ce qui concerne la justice, il a toujours des mots qui sont assez durs. Et nous espérons que le message a été capté et que des conséquences seront tirées, notamment pour ces kidnappeurs. Vous voyez par exemple les événements qui se passent en France. J'ai discuté tout à l'heure avant le début de cette émission. On a condamné immédiatement certains incendiaires ou certains casseurs. Vous aviez même vu, j'ai vu le ministre de l'Intérieur français interpellé parce qu'il y avait des enfants de 12 ans, de 13 ans qui ont été arrêtés. La majorité de certains casseurs dans certaines zones avaient moins de 17 ans. Des enfants de 12-13 ans qui ont été interpellés parce qu'attrapés en train d'incendier. Il a dit, pour ce qui le concerne, que les parents devraient être traduits en justice pour reprendre comment vous expliquer que vos enfants mineurs puissent être dehors à 3 heures du matin. Et donc, lorsque ça se passe en France, je ne vois pas beaucoup de commentaires qui tendent à remettre en cause l'engagement démocratique du président Macron parce qu'il y a eu, par exemple, la police qui a été très forte, entre guillemets. On ne va pas aller dans des comparaisons, mais ici, je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas de dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Parce qu'il est hors de question, quel que soit le cas de figure, que l'on commence à casser les lieux publics, qu'on commence à s'attaquer à des biens de privés, qu'on commence à piller, c'est injustifiable. On peut comprendre le tort qui a été fait, c'est pour ça que la justice doit agir et doit répondre suivant les conditions qui sont les siennes, mais aucun comportement de ce type ne doit être toléré nulle part d'ailleurs. Voilà. Monsieur le ministre, dernière question. Le président Cyril Ramaphosa est annoncé à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Il y a déjà des ministres sud-africains qui sont en République démocratique du Congo dans le cadre de la grande commission mixte qui existe entre les deux pays depuis bien longtemps. Il y a des secteurs, notamment le mine, l'énergie, qui font l'objet de ces discussions régulières. Je crois que le président Ramaphosa viendra dans ces cadres-là pour assister à la conclusion des travaux qui ont été faits par les experts des deux gouvernements ainsi que le membre du gouvernement des deux pays amis, Afrique du Sud et RDC. Voilà.
Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Une nouvelle question sur le phénomène kidnapping. Quel message vous lancez à la population qui est plongée maintenant dans la peur, dans l'angoisse face à ces phénomènes? Et la deuxième question, pour terminer, la seconde, c'est en rapport avec la carte d'identité. Le chef de l'État a lancé le processus de sa délivrance le 30 juin dernier. Et quand est-ce que le peuple congolais, tous les Congolais seront servis? Merci. Alors, sur la première question, vous faites bien de la poser, parce que on a par exemple remarqué, aujourd'hui il m'a été dit qu'on a présenté un journaliste de la RTNC comme étant kidnappé alors qu'il ne l'était pas. Et donc nous sommes à la RTNC, vous pouvez le vérifier. Et donc ici, les messages, c'est de demander aux Congolais, partout où ils se trouvent, particulièrement aux Quinois, de ne pas céder aux rumeurs et de ne pas croire à tout ce qui est dit. Je vous ai donné la démonstration tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'il y a trafic d'organes, pour arriver à faire un trafic d'organes, ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie. Ça veut dire que lorsqu'on vous attrape, vous, c'est un exemple, on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe. On doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de refroidissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous. Et donc vous voyez que ça nécessite une mécanique particulière et je ne pense pas que les conditions sont réunies pour avoir en masse des choses de ce genre. Et donc ça par exemple, il ne faut pas y croire. Deuxièmement, sur les cas de kidnapping, c'est vrai. Il y a les phénomènes qui ont été observés, notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch, mais la police, ils travaillent, on a identifié des réseaux, on en a présenté certains, et d'ailleurs certains, il semble que c'est des visages qui sont connus, de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses, des visages connus, qui ont été attrapés et qui seront jugés. Donc ici, il ne faut pas tomber dans la panique, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas croire à tout ce qui vous est dit. Et d'ailleurs, je veux demander aux responsables de la police, je crois que si cela n'a pas encore été fait, on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer. Comme ça, on est sûr que chaque cas est pris en charge. On est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur, qu'on soit en mesure de les identifier, parce que ça aussi, c'est des actes qui sont répréhensibles. Sur la carte d'identité, le président de la République a reçu la carte prototype parce que c'est ce qui avait été prévu. Mais maintenant, il y a 44 millions de personnes qui sont concernées. Dans un premier temps, en tout cas ceux qui auront atteint l'âge de la majorité à la date des élections, mais la carte d'identité, on va aller partout parce qu'il faut qu'on soit en mesure de donner à tout le Congolais un identifiant. L'ONU travaille étroitement sur les sujets avec IDENIA, l'entreprise qui a été réputée, parce qu'ici je vous ai donné des proportions en termes des populations. Donc il faut une grosse boîte qui soit en mesure de gérer toute cette base de données et l'entreprise qui a été sélectionnée est en mesure de le faire parce qu'ils l'ont fait dans un pays comme l'Inde où il y a 1,4 milliard d'habitants et donc nous pensons que techniquement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour la suite, et donc nous reviendrons pour vous donner les informations détaillées de comment cela va se passer et comment chaque Congolais pourra disposer de sa carte. Le président de la République souhaitait que cette carte puisse être donnée gratuitement à tous les compatriotes. Monsieur Titenou. Merci, Monsieur le ministre, pour cette opportunité. Deux petites questions. La première, c'est par rapport à l'instabilité des institutions provinciales. Monsieur le ministre, plus de 4 à 5 provinces aujourd'hui sont sujets de déstabilisation. Nous sommes à Kinshasa, au Congo central, Tanganyika et l'espace Kassai. Je ne sais pas, lorsque le gouvernement constate cette instabilité, est-ce que, à quoi on s'attend pour les développement de nos provinces ou comment? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur le ministre, on en a parlé également en ce qui concerne le processus électoral. On a vu la CENI aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on a dit, cadre de concertation, réunir quelques opposants, mais on n'a pas vu le PPRD ou le FCC.
en tant que gouvernement, cet élan-là d'approcher le parti prenante dans le cadre de discussion, est-ce que croyez-vous qu'on sera réellement face à deux élections apaisées où la confiance mutuelle sera... Je ne suis pas sûr que vous posez la question à la bonne personne. Parce que c'est la CENI qui a pris l'initiative d'inviter les opposants dans son rôle en tant que CENI. Et donc, s'il y a des forces politiques qui ont décidé librement de ne pas participer aux élections, c'est les choix politiques qu'ils ont fait. Ici, la CENI, par souci d'inclusivité, parce que les élections que la CENI organise ne sont pas la propriété de la CENI. Les élections sont faites pour le peuple congolais, à travers la CENI. Donc, le président Kadima et tout son bureau, ce qu'ils font, ils ne les font pas pour eux. Ils les font pour le Congolais. Et donc, il est important qu'au niveau de la CENI, que lorsque des Congolais qui veulent être candidats dans ces élections ont des inquiétudes, il est du devoir de la CENI de les approcher. Mais pourquoi il existe alors le cadre des concertations? Parce qu'on sait que le processus électoral est laborieux. Là, par exemple, au plus tard, dans 12 ou 10 jours, on doit finir avec le dépôt des candidatures, le 15 juillet. Est-ce que les partis politiques sont prêts? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont en mesure de savoir quels sont les éléments constitutifs qu'ils doivent mettre dans les dossiers de chacun de leurs candidats? Est-ce qu'ils savent qu'il faut aller déposer les candidatures dans les 180 ou 171 bureaux de réception et de traitement de candidatures à travers le pays, alors que certaines provinces n'ont de vol qu'une fois la semaine? Ça veut dire que le temps n'est plus à des réflexions. Le temps aujourd'hui, c'est de dire, nous avons nos listes prêtes, on s'attelle à répondre aux besoins logistiques pour aller les déposer dans les différents territoires, et c'est très laborieux. Et donc, je pense que ça, c'est un point qu'il faut noter, qu'il faut mentionner, qu'il ne faut pas oublier que c'est la date du 15 qui est la date finale. Alors, sur votre première question par rapport à la stabilité des assemblées provinciales, c'est un vrai sujet. Parce qu'en réalité, les assemblées provinciales, c'est des querelles qui portent sur quoi? Ce qui porte, est-ce que les députés provinciaux ont été payés ou pas? Est-ce qu'ils ont reçu tel ou pas? Mais malheureusement, ces querelles ne portent pas beaucoup sur comment nous arrivons à développer les provinces. Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie querelle que nous devions voir entre les députés provinciaux et le gouvernement provincial, ou même plus tard avec le gouvernement central qui ne donne pas toujours le moyen, etc. Mais le débat n'est pas toujours celui-là. Au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises pour s'assurer que les provinces... Vous avez vu par exemple la situation dans le Sud Kivu, le VPN intérieur s'était rendu sur place, où il a invité les députés provinciaux ici pour ne fût-ce que tenir ces climats de dialogue et s'assurer que nous veillons à la stabilité au niveau du fonctionnement de nos provinces. Mais s'il y a des politiciens qui ont des calculs, parfois le calcul politicien, vous ne pouvez pas toujours les prédire. Si l'objectif c'est l'instabilité, ils y arrivent, mais ils n'y arriveront pas toujours parce que nous, le gouvernement, nous ne laisserons pas les provinces, par le temps ici qui nous conduisent vers les élections, être perturbées pour des motivations inavouées. On va finir avec Fabrice pour la question en Ngala. Matondi mingi Thomas Patrick Moyaya nagali obena mituna mibale Zambi bolobi makambo ya ba mikanda ya ba Congo démocratique solo ba imboka baninko yeba bokengi nini obotie obikila na kati ya mokanda wana pamba te bikolo misusu badongolo miso bakolo bakando wapi carte d'identité obenga oboni na linga carte d'identité na linga lezali mokanda ya bai Congo démocratique, mokanda ya bai Congo démocratique mokanga solo botie bokengi nini obikila Zambi banguna ya Congo démocratique baya kozwa carte wana te pamba te tomoni pe na carte d'électeur bato ya mboka mosusu pe baprofite kozwa yango. Motuna mibale ezali toyoki mbula matari ya Congo démocratique koloba ete
bokengi ezongi na ngambo ya Kwamut nzokande bakimaki bitumba bazali awa na ngoma mokonzi Kisasa bazali kosenga obe mwa mosolo po ete bazonga na mboka na bango pamba te mingi bandako ezikaki biloko na bango nyonso ebebaki bandako ezalaki ya kotumba bakozonga ndenge nini soki bino mbulamatari boasiste bango te matoni tuna na yo ya liboso oyo etali mokanda ya bayi Congo démocratique il faut koyeba ke na carte d'identité oyo tobengaka na lopoto totiaka baelema oyo etali yo omoni leur processus électoral ebandaki tolobaki tokosala oyo tobengi na lopoto mutualisation bosangani enrôlement électoral eza oyo bayaka batali congolais nini aza na âge ya majorité oyo na lopoto tolobaka oyo akokisi zomi na mwambe 18 ans pour participer na maponani bakongolais oyo nyonso bazalaka okoma na zomi na mwambe ti likolo seigneur yaka koenrôle bango biso tolobi leur seigneur yaka koenrôle mpona besoin ya baélection to bakisa mwa baelema mibale misato oyo tokosalela leur tokolinga kopesa sikoyo bakongolais mbala ya liboso depuis 1984 nayebi te soki obotamaki deja bazwa oyo bengi mokanda ya bayi Congo démocratique kasi na constitution ya carte wana baélément ekotaka na carte à la fois d'enrôler na carte d'identité ezalaka na baélément de sécurité oyo ekosala ke omoni neti na carte oyo ya seni batiaki barcode wana kaka seni nde ekoki kotanga eza un élément de sécurité na carte oyo ali koya ekozala mpe na baélément de sécurité ekosala ke soki moto atrafike yango baautorité to mpe ya police baautorité oyo bazalaka habilité ya koverifie yango bakomona ke carte oyo eza piraté et donc la sécurité eza l'une des conditions esalaki bapona baprestataire oyo akodélivrer bacarte wana parce que la carte d'identité c'est un élément de sécurité na motuna na oyo ya mibale concernant bacompatriotes on peut considérer que baza bacompatriotes déplacés oyo lobi bakimaki na bakwamut bayaki na Kinshasa bazoluka mwa makoki mpona kozonga soki tosilisi briefing oyo tokoki kosolola na collègue na nga atali makambo ya solidarité mpe affaire humanitaire comme bango nde baza chargé ya kolandela parce que kuna mpe eza na baquestion humanitaire oyo gouvernement il fallait epesa yano je crois qu'il y a une réponse humanitaire oyo epesamaka ekosala ke bazwa bango mpe na kati wana batala ndenge nini bakosunga bango mpo bazonga na bamboka na bango epesi mpe yano na motuna Pascal Mulegwa. Pascal, il y a des compatriotes qui vivent à Kwamut qui demandent à être aidés, être soutenus pour rentrer. Ça veut dire que s'ils décident de rentrer, c'est que les conditions de sécurité permettant leur retour sont réunies. Voilà un témoignage qui nous arrive en direct. L'éco-Fabrice Tatondio Botondi, je vous remercie aussi pour votre participation à cet exercice de redevabilité. J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous pourrons avoir un exercice sur terrain avec la francophonie parce que ce sera maintenant notre sujet principal parce qu'il faut que les Congolais se mobilisent et s'approprient ces jeux. J'espère que nous pourrons compter sur vous comme vous nous avez accompagnés pour la visite du pape pour que les 10 jours du 28 juillet au 6 avril puissent être les 10 jours qui vont véritablement contribuer au changement de narratif de la République démocratique du Congo et que pour que toutes les délégations qui viennent bénéficient de notre hospitalité légendaire et pourquoi pas de l'encadrement des journalistes parce que vous allez accompagner les athlètes dans leurs différentes disciplines. Je vous remercie et bonne soirée chez vous.